Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vous parle aussi. Donc, la vidéo précédente a été consacrée au résumé de Cyrano de Bergerac. Donc, ici, on va vous parler de quelques éléments d'analyse de Cyrano de Bergerac. Donc, quelques idées, quelques axes que l'on peut exploiter pour comprendre, pour entrer en œuvre, pour comprendre Cyrano de Bergerac. Donc, on a dit Cyrano de Bergerac, d'abord, est une tragicomédie créée par Edmond Rostand. N'oubliez pas que Rostand lui-même la qualifie de comédie héroïque. On va voir pourquoi. Donc, le succès de la pièce fut vraiment excessivement spectaculaire et a duré beaucoup de temps. La pièce se passe bien sûr au début du XVIIe siècle et on met en scène le poète et physicien Cyrano de Bergerac sous ses traits d'un homme au nez difforme. Donc un personnage qui souffre d'un nez difforme, qui souffre d'une protubérance, d'une appendice. Donc Cyrano compense cependant la laideur de son nez par son panache épique, ses prouesses guerrières n'ont d'égal que son expression raffinée. Donc Cyrano a de l'esprit, a de l'éloquence, a du panache, mais il est dépourvu de la forme, de la beauté. C'est ça le problème de Cyrano. Ce personnage sublime et grotesque simultanément n'ose avouer, il est incapable d'exprimer son amour à sa cousine Roxane. Donc, il ne peut pas déclarer cet amour parce qu'il a peur du refus. Il sait que Roxane ne va pas accepter cette relation amoureuse, cet amour, ce mariage. Donc, à cause de sa protubérance, à cause de son appendice. Donc, ce personnage, j'ai dit sublime, il est sublime au niveau de son éloquence, au niveau de ses valeurs, au niveau de son panache, de son courage, et aussi grotesque par sa forme. Il aidera néanmoins Christian, que Roxane aime pour sa beauté, à la séduire. Donc, elle va aider Christian pour séduire Roxane. Et on a vu la scène de balcon, un bon exemple. Donc, où Cyrano va souffler des paroles à Christian, sachant que ce dernier est incapable. Il a déjà montré sa faillite d'exprimer son amour à Roxane. Donc 14 ans après la mort de Christian, au moment où Cyrano, blessé, est sur le point de mourir, Roxane comprend que Cyrano était le véritable auteur des lettres de Christian et qu'il l'a aimé en secret tout ce temps. Donc après on va assister à cet élément. Donc excusez-moi, l'appel à la prière, ça s'appelle l'appel à la prière, l'adhan. Je vais arrêter la vidéo en respectant bien sûr notre religion musulmane. Donc c'est l'appel à la prière. J'arrête la vidéo. Donc on a dit que c'était Christian, Cyrano qui souffle des paroles à Christian. Donc Cyrano de Bergerac aussi a un dénouement tragique et malheureuse bien sûr avec la mort du héros Cyrano de Bergerac. Il a été mort, assassiné dans la bataille où son armée a été assiégée. Cette pièce aussi donne une vision générale, un panorama de la société française. Elle dresse également un panorama de la société et de la littérature française au XVIIe siècle. On a une représentation de la culture française, de la littérature française, des pensées françaises. Donc Cyrano de Bergerac a été écrite, cette pièce de théâtre, ça veut dire, a été écrite par Edmond Rostand. Donc qui est Edmond de Rostand? Donc là, on va essayer d'avoir quelques idées sur Edmond de Rostand. Donc Edmond de Rostand est un poète, un essayiste, dramaturge français bien sûr, du 19e siècle et surtout à la fin du 19e siècle. Il grandit à Marseille au sein de la bourgeoisie commerçante
et financière et étudie le droit à Paris. C'était un étudiant de droit. Mais se détourne cependant de la carrière diplomatique à laquelle le destinait son père. Donc son père a voulu que son fils soit un dramaturge, plutôt un étudiant en droit, un avocat, etc., un juge, un homme de droit. Edmond Rostand préfère la littérature et le théâtre pour lesquels il a un goût précoce. Précoce, c'est-à-dire dès l'enfance. Après plusieurs succès au théâtre, il triomphe en 1897 avec Cyrano de Bergerac. La pièce est l'une des plus connues et des plus admirées du théâtre français. Donc vraiment, Cyrano de Bergerac va marquer l'histoire de la comédie française. En 1900, l'Aiglon lui offre son dernier grand succès. Edmond Rostand meurt de la pandémie de grippe espagnole en 1918. Excusez-moi, je dois fermer la porte. Donc, Rostand est mort en 1918. Donc, quels sont les personnages dans Cyrano de Bergerac? Alors là, on va essayer d'avoir une idée générale sur quelques personnes. Donc on a Christian qui aime Roxane, Roxane amoureuse de Christian, une jeune fille précieuse, hein, n'est-ce pas? Donc Cyrano est aussi le personnage principal qui est le cousin de Roxane, c'est Cyrano de Bergerac bien sûr. Un personnage exceptionnel qui ne cherche ni la gloire, ni la fortune, ni le succès, mais le panache, courage, c'est-à-dire l'art de se faire remarquer par ses prouesses guerrières et les littéraires. Il est caractérisé par la laideur de son nez difforme, qui l'empêche, selon lui, d'être aimé, notamment par sa cousine Roxane, dont il est épris. Il compense sa laideur extérieure par sa verve littéraire. Donc ce qui va couvrir cette laideur, c'est sa verve littéraire virtuose, c'est son éloquence, sa poésie. Personnage qui refuse les compromissions du monde. Il incarne l'esprit rebelle, condamné au malheur. Il va jusqu'au sacrifice en aidant Christian à séduire Roxane. Donc aussi, il a refusé le mécénat, n'oublie pas cet élément-là, très important. Il a refusé la protection d'un homme politique. Donc, en présentant comme ça l'image du héros libre. Deuxième personnage, on a Roxane, la cousine de Cyrano, se caractérise par la beauté, son goût pour la préciosité. C'est une jeune précieuse. Elle aime les apparences de l'amour plus que l'amour lui-même. Elle est ainsi surtout sensible à la beauté de Christian et à la poésie des lettres écrites par Cyrano pour Christian. Donc, elle va tomber amoureuse des lettres envoyées par Cyrano. Mais elle a cru que ces lettres sont de Christian, la personne qu'elle aime. Après la mort de Christian, elle se condamne à une mort symbolique en s'enfermant dans un couvent. Elle va essayer de s'enfermer dans un couvent, de passer toute sa vie dans un couvent. À la fin de la pièce, elle comprend le sacrifice de Cyrano et s'ouvre à l'amour véritable. Christian. Troisième personnage, c'est Christian. Se distingue par sa beauté, mais c'est un personnage plat, sans intelligence, incapable de lyrisme, comme il l'explique à l'acte 2, scène 10. Là, je suis sot, à m'en tuer de honte, mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Je ne sais, devant les femmes, que me taire. Donc, gardez ce vers-là, c'est très important. Si vous aurez un jour une dissertation, vous aurez besoin de ça. Donc, là, je suis sot à m'en tuer de honte, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Mais je ne sais devant les femmes que me taire. Je vous exploite comme ça pour que je puisse mémoriser ces citations. C'est très important pour moi. Plutôt, c'est vers. Mais je ne sais devant les femmes que me taire.
C'est pour cela que je crée ces vidéos. Donc comme ça, j'apprends grâce à vous en partageant. Comme ça, je suis engagé de lire, je suis engagé de terminer cet article jusqu'à la fin grâce à vous. Si je ne fais pas de vidéo comme ça avec vous, je peux lire la moitié et je néglige l'article. Mais maintenant, un contrat signé avec vous, je dois terminer la vidéo jusqu'à la fin, je dois terminer l'article jusqu'à la fin. Donc j'ai dit, mais je ne sais devant les femmes que me taire. Mais je ne sais devant les femmes que me taire. Il sait une seule chose, c'est se taire. Je ne sais devant les femmes que me taire. Cyrano va lui prêter sa verve poétique pour séduire Roxane. Avant de mourir, Christian réalise le stratagème et le sacrifice de Cyrano et acquiert ainsi une plus grande profondeur. Donc ce sont les personnages principaux. Donc, on a aussi d'autres personnages, par exemple le Bray, c'est le confident de Cyrano, la Duègne, on a les De Guiche, okay? On a le vicomte de Valvert qui a provoqué Cyrano, De Guiche on a dit qu'il est aussi épris de Roxane aussi. Donc, quels sont les thèmes importants dans Cyrano de Bergerac? Donc, on va essayer de mettre l'accent sur quelques thématiques abordées dans Cyrano de Bergerac. Donc, l'antithèse de la beauté extérieure et intérieure. La pièce repose sur un chiasme. Cyrano est laid en apparence, mais sublime par son intériorité. Tandis que Christian est d'un bel aspect, mais cache une intériorité médiocre. On a là cette relation d'opposition entre les deux personnages. L'un est beau, l'autre est bon. Voyez, l'un est beau sur le plan des apparences, mais il est faible, mais il est chétif sur le plan de la poésie, de la parole, de l'éloquence, de l'esprit. Contrairement à Cyrano qui est doté d'une force élocutoire, d'une force poétique, d'une force de l'éloquence, mais sur le plan de sa forme, il est laid. Voyez. L'antithèse qui caractérise Cyrano est source de ses souffrances amoureuses, car il estime inconcevable d'être aimé. Donc, il pense qu'il ne sera pas aimé par Roxane, que Roxane ne va pas l'accepter à cause de son appendice. Il est d'autant plus désespéré en amour que son goût pour l'idéal le fait justement aimer, la plus belle qui soit. À travers cette antithèse entre la beauté extérieure et intérieure, la pièce interroge la superficialité du sentiment amoureux. En effet, le sentiment amoureux peut s'attacher à l'apparence physique ou bien à une virtuosité littéraire qui n'est pas nécessairement sincère. En effet, le sentiment amoureux peut s'attacher à l'apparence physique ou bien à une virtuosité littéraire qui n'est pas nécessairement sincère. Ainsi, Roxane accorde une importance exagérée à la beauté extérieure et à la parole poétique. Ce faisant, elle accorde plus d'importance aux apparences de l'amour, la beauté, la poésie, qu'à l'amour lui-même. Elle confond même la beauté extérieure et intérieure, comme à l'acte de Saint-Sis. Tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Quand la moustache est fine. Elle s'emporte également contre la sincère déclaration amoureuse de Christian, sous prétexte que son discours n'est pas beau. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Vous voyez, elle s'empare également contre la sincère déclaration amoureuse de Christian sous prétexte que son discours n'est pas beau. Mais Roxane, en privilégiant à la fin de la pièce la sublime beauté intérieure de Cyrano à la passagère beauté extérieure de Christian, semble énoncer la morale de l'œuvre. Donc, par la bouche de Roxane, on va comprendre la morale de l'œuvre. C'est l'intériorité est plus importante que les apparences. Donc, ce qui compte au niveau de l'être humain, c'est l'intériorité, c'est le sublime, c'est le panache, c'est tout ce qui est lié au moral, à la morale. Ce qui est lié aux valeurs de l'individu et non pas à ses apparences.
Le panache. À travers Cyrano, il y a thématique du panache. Le panache, à travers Cyrano de Bergerac, son personnage éponyme, la pièce fait l'éloge du panache, que l'on peut définir comme le goût pour l'héroïsme. C'est ça le panache. La vaillance guerrière et la force individuelle. Les prouesses guerrières du personnage suscitant l'admiration, mais son panache est également littéraire. Cyrano se définit en effet par son adoration pour le mot, la pointe, sa verve puissante. De poète participe à son aura autant que son épée. Outre la bravoure guerrière et littéraire, son panache consiste également en un dégoût profond pour la médiocrité, qu'elle soit artistique ou morale. Outre la bravoure, donc pour respecter, s'il vous plaît, excusez-moi, donc maintenant je suis en train de lire un article du site composé.fr en tant que respect du droit de l'auteur. Excusez-moi. Donc, on a dit, outre la bravoure guerrière et littéraire, son panache consiste également en un dégoût profond pour la médiocrité, qu'elle soit artistique ou morale. Je cite un exemple, c'est lorsqu'il arrête, lorsqu'il corrompt, ou plutôt quand il va intervenir pour interrompre la chloris. Il va dire que c'est une pièce mal jouée, d'accord? Il va attaquer son personnage principal. Donc, le panache de Cyrano se manifeste également pour le dégoût profond pour la médiocrité, qu'il soit artistique ou moral. Il préfère travailler sans souci de gloire et de fortune, acte 2, scène 8, que de s'abaisser à d'humiliantes mondanités pour se faire connaître et apprécier. Cyrano n'existe que dans le paroxysme. Cyrano n'existe que dans le paroxysme. Donc, je vais consulter le dictionnaire. Ça veut dire quoi? Paroxysme, pardon, un instant. Le paroxysme. Je vais essayer d'avoir quelques sens du mot paroxysme, surtout sur le micro Robert. Hein. C'est très important de consulter ça. Paroxysme. En réalité, j'ai jamais entendu ce mot. Paroxysme. Donc Cyrano n'existe que dans le paroxysme. Paroxysme. Voilà, paroxysme. Le plus haut degré. Paroxysme, ça veut dire l'acmé, c'est le sommet, c'est le fait d'être au sommet, je pense. C'est paroxysme, ça se prononce paroxysme, le plus haut degré d'une sensation, d'un sentiment, exacerbation. La douleur, la jalousie atteint son paroxysme. C'est l'acmé. Paroxysme, c'est là. Donc Cyrano n'existe que dans le paroxysme, dans la hauteur. J'ai décidé d'être admirable en tout pour tout. Acte 1, scène 5. Et c'est en faisant l'éloge de son panache qu'il meurt, achevant la pièce. Son panache plein d'orgueil lui vaut cependant de courir bien des périls et de s'attirer la haine de bien des ennemis puissants. Tu te mets sur les bras vraiment trop d'ennemis. Je pense que c'est Le Bray qui a dit ça, que tu te mets sur le bras vraiment trop d'ennemis. Donc son panache plein d'orgueil lui vaut cependant de courir bien de périls et de s'attirer la haine de bien des ennemis puissants. À cet égard, on peut voir en Cyrano l'incarnation de la résistance héroïque à la standardisation qui touche la société de cette fin du 19e siècle. Mais Cyrano assume son excès. Il va assumer ce panache, ce désir du panache. Eh bien, oui, j'exagère. Eh bien,
Oui, j'exagère. Acte 2, scène 8. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Donc, même si mon panache attire des ennemis puissants, ça me fait un immense plaisir. C'est là où je trouve mon plaisir, c'est le fait d'être détesté. Vous voyez? Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. J'aime qu'on me haïsse. C'est l'acte 3, scène 8. Mais si Cyrano se plaît tant à être haï, c'est sans doute parce qu'il croit qu'il ne peut être aimé. Son panache vient compenser une fragilité intérieure qui se révèle au contact de Roxane, à qui il n'ose jusqu'au bout avouer son amour. Le panache et la grandeur de Cyrano vont jusqu'au sacrifice, puisqu'il aide Christian à se faire aimer de Roxane. La mort tragique de Cyrano fait de lui un martyr de l'amour. Martyr de l'amour. Donc, passons maintenant à une autre thématique, c'est que Cyrano de Bergerac est une représentation, est un panorama, un tableau social de la vie littéraire dans la France du XVIIe siècle, l'âge classique. La pièce offre un tableau social de la France du XVIIe siècle. En effet, bien des catégories sociales sont représentées dans Cyrano de Bergerac et les événements marquants de la régence de Richelieu sont évoqués. La scène d'exposition est à cet égard exemplaire. Les spectateurs s'installent au théâtre dans la salle de l'hôtel de Bourgogne. Diverses catégories sociales sont représentées. Joueurs, valets, voleurs, bourgeois, marqués. Le tableau social passe d'une catégorie à une autre et les répliques brèves s'enchaînent vivement. La pièce dresse également un vaste panorama de la vie littéraire française autour de 1640. Sont évoqués bien des auteurs représentatifs de tous les genres, des romans pastoraux, de l'Urfeuille aux tragédies baroques de Rotrou. Cyrano de Bergerac lui-même est l'un des auteurs de ces auteurs. Cyrano de Bergerac est un écrivain français du XVIIe siècle, dont Edmond Rostand s'est inspiré pour sa pièce. Pour effet, miroir, Cyrano constitue même une figure de l'auteur. Edmond Rostand, vous avez bien rimé 5 actes. Acte 2, scène 7. La pièce se veut donc un hommage à l'intense vie littéraire de l'époque. Il est aussi un hommage, oui, un hymne, une célébration, une glorification de l'âge classique du XVIIe siècle. Passons maintenant à une thématique très importante, à une notion à décoder, c'est l'écriture rostandienne, d'accord? On va essayer d'avoir quelques caractéristiques de l'écriture d'Edmond Rostand. Donc on a de prime abord le lyrisme amoureux. L'intrigue est polarisée autour du triangle amoureux formé par Cyrano, Christian et Roxane. Par conséquent, le discours amoureux a une grande importance dans la pièce, que ce soit sous la forme de réplique ou de lettres. Donc l'intrigue est polarisée autour du triangle amoureux. Roxane, Christian et Cyrano, formé par Cyrano. Christian et Roxane, c'est ça. Par conséquent, le discours amoureux a une grande importance dans la pièce, que ce soit sous la forme des répliques ou de lettres. Le discours amoureux de Cyrano de Bergerac caractérise par son intensité et son lyrisme. Edmond Rostand, qui fut également poète, s'inspire de la tradition médiévale de la poésie courtoise. Les déclarations de Cyrano sont pleines d'une sublime élévation. La versification en alexandrin, avec ses abondantes rimes riches, intensifie la puissance de ce lyrisme. Dans cette pièce, au dénouement tragique, la parole amoureuse est bien souvent un discours désespéré où éclate la fureur triste de l'amour. L'œuvre interroge cependant l'insincérité du discours amoureux, puisque Christian ne fait que répéter cette déclaration en présentant qu'elle vient de lui. Pour Cyrano, les poèmes d'amour sont l'occasion de témoigner de sa virtuosité, mais il dénonce lui-même ces poèmes où le vrai du sentiment se volatilise. Pour Cyrano,
Les poèmes d'amour sont l'occasion de témoigner de sa virtuosité, mais il dénonce lui-même ces poèmes où le vrai sentiment se volatilise. On a l'éloquence, l'écriture se caractérise par l'éloquence. Le panache rhétorique de Cyrano confère à ses répliques une puissance et une virtuosité inouïe. La célèbre tirade du nez en est l'illustration. Cette éloquence hors norme participera grandement au succès de la pièce. Une pièce au comique varié. C'est une technique de l'écriture. Cette tragicomédie suscite le rire en mobilisant des registres très variés. La pièce s'inspire en effet de procédés farcesques et populaires, néologismes plaisants, par exemple ridiculise, rime bouffonne, bobo en acte de 5-6, coup à sensé. Mais l'humeur est parfois très raffinée, référence historique, pointe satirique. Cette variété participe à la richesse et au succès de la pièce. On a aussi un élément très important, c'est que Cyrano de Bergerac est une comédie héroïque. Et Rostand la qualifie lui-même de comédie héroïque, contre la comédie et la tragédie. Edmond Rostand qualifie sa pièce de comédie héroïque et souligne ainsi la dimension hybride, l'hybridité de son œuvre. Il met en scène un personnage de haut rang social, sublime et tragique. Le panache et la déformité de Cyrano lui confèrent une aura mythologique, presque celle d'une créature surhumaine. Le personnage se fait lui-même appeler Cyrano Savinien Hercule, mais la pièce se veut également une comédie, et joue en effet sur les ressorts du comique. Le mélange des genres et des registres rappelle finalement le drame romantique tel que défini dans la préface de Cromwell de Victor Hugo. Donc le mélange des genres aussi rappelle finalement le drame romantique. C'est très important cette notion-là. Donc c'est que le mélange de genres et des registres rappelle finalement le drame romantique. Donc le mélange des genres et des registres, des genres, on a comédie, on a à l'intérieur de cette pièce, on a la comédie, la tragédie en même temps. Des registres, on a tonalité pathétique, tonalité parfois épique, parfois l'épique, parfois le comique, parfois le tragique, le pathétique, etc. Rappelle finalement le drame romantique. C'est une caractéristique liée essentiellement au drame romantique. Attention, tel que défini dans la préface de Cromwell de Victor Hugo. Donc, dans la préface de Cromwell, Victor Hugo parle de cela d'une façon claire en disant que les règles des trois unités, de unité de lieu, unité de temps et unité d'action ne doivent plus être respectées. Il a donné un argument, c'est que c'est le fait de respecter ces règles, ça éloigne le théâtre de la vie elle-même. Pour ça permet au théâtre d'être un petit peu éloigné de la vie quotidienne. Or, pour le drame romantique cherche à représenter la réalité. D'accord, le théâtre doit être proche de la vie. Afin de rendre compte de la richesse et du foisonnement de la vie, il prend un mélange des genres et des registres, du grotesque et du sublime. Ça, c'est très important. C'est ce mélange que l'on trouve dans la pièce d'Edmond Rostand, si bien que l'on qualifie parfois Cyrano de Bergerac de pièce de néo-romantique, parce qu'elle correspond... Tais-toi. Je suis en train de composer une vidéo. Une pièce néo-romantique parce qu'elle correspond à une résurgence du romantisme à la fin du XXe siècle. Pardon, je dois garder quelques idées ici, c'est très important. Un élément technique de l'écriture de Rostand, c'est l'ampleur de la mise en scène. Donc, la pièce se caractérise par une ampleur au niveau de la mise en scène. Les décors et les personnages sont en effet très nombreux. Et les indications scéniques minutieuses. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'ampleur de la mise en scène. Ces didascalies précises montrent qu'Edmond Rostand souhaitait tirer profit de l'émergence de la mise en scène.
L'invention de la mise en scène commence en effet en France avec André Antoine en 1887. Edmond Rostand montre ainsi combien il voulait donner à jouer une pièce d'exception. Voyez? Donc, je dois développer aussi quelques notions très importantes qui concernent la comédie héroïque. Donc, la pièce possède son sens de l'épique. Il faut garder cette notion-là. Et la description d'un héros dont la vie s'organise autour de l'amour et de l'honneur. Maurice Rostand, aussi un poète et un auteur français, il voit une œuvre qui exalte les valeurs de l'héroïsme. Donc Cyrano de Bergerac exalte les valeurs de l'héroïsme et qui donne à tout le courage d'être des héros. Du romantisme, elle possède les caractéristiques du mélange des genres et des registres. On y côtoie la farce et ses coups de pied, les scènes d'amour et le pathétique. Le langage alterne entre le registre noble et le registre familier. L'alexandrin se développe sous forme classique de la tirade d'aînés et celle des non-merci, au don des répliques, où le vers se désintègre. On passe brutalement de la scène intime du lieu de l'acte 2. Et on a dit une scène intime du lieu de l'acte 2, scène 6, trio de l'acte 3, scène 7, au couvent. Donc, aux grandes réunions collectives, l'hôtel de Bourgogne, la rôtisserie de Ragueneau, le siège d'Arras, etc. Donc là, on parle toujours de la notion du mélange des genres littéraires. Aussi, de la tragédie, la pièce conserve son découpage en 5 actes. Donc, Cyrano garde cette tradition classique, un style qui rappelle parfois Corneille, mais il s'en démarque par son refus des règles classiques. Donc, on remarque qu'il y a une transgression des règles classiques, l'unité de temps, de lieu, des bienséances, etc. Donc, il n'existe ni unité de lieu, ni unité de temps. L'unité de l'action est toutefois respectée parfois. Quant à la bienséance, elle est bafouée par la présentation d'un duel et la mort de Cyrano sur scène. Certains y voient un manifeste de la néo-préciosité, en remarquant que le refus des choses vulgaires et l'amour pur et triomphe. En effet, dans la pièce Cyrano Recréation demeure vierge. Exemple des comédies héroïques, on a Don Quichotte, 1910 de Jules Massenet, Don Garci de Navarre ou Le Prince jaloux de Molière, Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand, Don Sanche Aragon de Pierre Corneille, Le Capitaine Fracasse d'Émile Bergeron. Ça, ce sont des exemples de comédies héroïques. Donc, une petite définition de la comédie héroïque, genre intermédiaire entre la tragédie et la comédie, parfois difficile à distinguer de la tragicomédie. La comédie héroïque met aux prises des personnages de haut rang dans une action amoureuse, au dénouement heureux, puisqu'on n'y on voit naître aucun péril par qui nous puissions être portés à la pitié de la crainte. Donc, Corneille, préface de Don Sanche d'Aragon. Donc, l'élément le plus important, c'est que on met la comédie héroïque met au prisme des personnages de haut rang dans une action amoureuse. Personnage de haut rang dans une action amoureuse. Personnage de haut rang. Personnage de haut rang avec des actions amoureuses. Personnage. Personnage de haut rang. De haut rang. Bon. Animé par le sentiment de l'amour. Ça, c'est très important. On a dit personnage de haut dans une action amoureuse au dénouement heureux, etc. Importée de la commedia espagnole par Rotro, la comédie héroïque devint un genre nouveau en France avec Corneille et en Angleterre avec Trident, The Conquest of Granada, 1600
69. L'héroïque dans la comédie se manifeste par des personnages de haut rang, et un ton et un style élevé. Un ton et un style élevé. La noblesse des sentiments et des actions, un certain exotisme des lieux et des personnages. Vous voyez, dans la comédie se manifestent des personnages de haut rang, un ton et un style. C'est très important de garder cela. Donc, le drame romantique au théâtre romantique désigne un courant théâtral né au début du 19e siècle, en opposition au principe de la tragédie classique. Victor Hugo fonde l'esthétique romantique sur 5 points capitaux: reproduction de la vie réelle, mélange des genres, rejet du carcan classique, règle de 3 unités bienséances, vraisemblance, recherche d'une grande liberté créatrice, maintien de la versification et peinture d'une couleur locale. Les représentations des pièces de théâtre romantique ont donné lieu à des confrontations entre les modernes et les classiques. 1830, Hernani de Victor Hugo déclenche les passions et provoque la bataille d'Hernani en raison de son thème, de son style et de sa composition. Des auteurs comme Théophile Gautier, Alfred de Musset et Alfred de Vigny soutiendront cette vision moderne du théâtre. Donc on a dit la tragédie, un genre théâtral dont l'origine remonte au théâtre grec entier. On l'oppose à la comédie, au contraire de laquelle elle met en scène des personnages de rang élevé et de se dénoue souvent par la mort d'un ou plusieurs personnages. Aristote lui assigne un but d'inspirer la crainte et pitié. Ce déroulement est suivant. Le premier acte correspond à l'exposition de la situation des personnages. Le deuxième voit apparaître l'élément perturbateur, rupture entre Titus et Bérénice, dans Bérénice, décision du sacrifice d'Iphigénie dans Iphigénie. Dans le troisième acte, les protagonistes cherchent une résolution au drame. Tout paraît encore possible. Dans le quatrième acte, l'action se noue définitivement chez Racine du Moine. Les personnages n'ont plus aucune chance d'échapper à leur destin. Donc, le fatum. Au cinquième acte, l'action se noue enfin, entraînant la mort d'un ou de plusieurs personnages. Il y a aussi la thématique de la préciosité qui est omniprésente dans Cyrano de Bergerac, en réaction à la cour d'Henri IV, où les courtisans sont à l'image de leur roi, grossiers et grivois. Les amateurs de beau langage et de politesse raffinée se rassemblent autour de la marquise de Rambouillet pour faire admirer les costumes riches de rubans et de plumes qui sont au goût du jour, pour parler galanterie et coquetterie dans un langage qui devient rapidement incompréhensible, tellement il est métaphorique. Ils redeviendront à partir de 1630 les habitués des salons. Leur volonté d'épuration des mœurs, de la vie amoureuse et du langage caractérisera d'ailleurs toute l'histoire des salons et de la préciosité. Ces salons auriels ornés de beaux tissus bleus et verts tenus par de grandes dames sont les rendez-vous mondains. De Paris tout au long du XVIIe siècle. Et leur rôle est fort important. Ils ont d'abord une fonction sociale. Non seulement les grands et moins grands esprits s'y rencontrent-ils, ce qui permettra un essor de la pensée et des sciences, mais on y développe une étiquette qui permettra à celle de la cour de Versailles de naître. On y développe aussi les modes vestimentaires. Plus sérieusement, on y discute des grands problèmes de l'heure et de la place de la femme dans la société. Un véritable mouvement féministe s'y dessine. Donc à partir de ces salons féminins se développe un phénomène entre 1650 et 1660 qu'on a appelé la préciosité. La préciosité, c'est avant tout un mouvement issu de l'effort d'une élite pour se distinguer du commun. Élite pour se distinguer du commun. Gardez cela, c'est très important. L'esprit précieux se manifeste d'abord par la préciosité des manières, qui se marque par la recherche de l'élégance,
dans le costume et par les usages raffinés qui ne vont pas toujours son extravagance. Il se manifeste aussi par la préciosité des sentiments, des recherches souvent excessives de la délicatesse des sentiments. On reconnaît enfin la préciosité du goût qui paraît à travers la recherche d'une formulation singulière au détriment des idées. On reconnaît généralement que malgré l'excès incontestable des précieuses souvent tributaires de l'esprit baroque, elles ont néanmoins contribué à donner au classicisme, pardon, je vais éteindre, attends un instant. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis l'excès incontestable des précieux souvent tributaires de l'esprit baroque. Elles ont néanmoins contribué à donner au classicisme la langue pure et précise. La langue pure et précise qui permettra de développer toutes les finesses et de l'analyse psychologique. Permettez-moi de développer aussi la notion de la réception. Donc, la pièce est jouée pour la première fois le 27 décembre 1897 dans l'inquiétude générale, mais elle fait un triomphe. La critique se déchaîne, soit pour l'encenser, soit pour l'étreinter. Mais le public est au rendez-vous. La pièce est jouée 400 fois. 400 fois de décembre 1897 à mars 1899 et atteint la millième en 1913. Elle est reprise à la Comédie Française en 1838 et reste une valeur sûre du théâtre français. Il y a ici, j'ai un très bon résumé, mais c'est pas grave. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On a un résumé ici que j'ai déjà partagé avec vous. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à notre chaîne en cliquant sur s'abonner. Si vous avez des questions à propos de Cyrano de Bergerac, vous pouvez les mettre dans le commentaire. Je vais vous répondre immédiatement. Donc à bientôt.